avoir plus d'indépendance et plus d'objectivité dans la réalisation, bien sûr, de leurs activités. D'accord? Très bien. Donc ça, voilà le premier rôle de la charte. Deuxième rôle, la charte, elle autorise l'accès aux documents, aux biens et aux personnes nécessaires à la bonne réalisation des missions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un auditeur, pour réaliser sa mission. Je vous donne un exemple très simple. Si je prends le cas d'un audit comptable et financier, pour auditer, l'auditeur, il a besoin de quoi comme document, par exemple? Madame, Oui? désolé de vous interrompre. Il y a sur le chat, on ne voit pas le diapo. Est-ce que vous pouvez vérifier? Si, c'est partagé. Pour nous, C'est quelle session? Dans Ah, la la session, première, madame. la La deuxième. deuxième. ah, La deuxième. voilà, je repartage encore. Très bien. C'est bien de me le dire, s'il vous plaît. Donc, Merci voilà. beaucoup, madame. D'accord, merci. OK. C'est bon. Donc, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Juste une seconde. Je dois ouvrir le document. Ça va maintenant, s'il vous plaît? C'est bon? Très bien. Pour Oui, les deux madame, sessions, s'il vous d'accord. plaît. Pour les deux. Merci. Oui, Très merci. bien. Donc, voilà. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, à votre avis, je reprends ma question. Pour réaliser, par exemple, je dirais une vérification comptable, l'auditeur, il a besoin de quoi comme document, par exemple? Les états de synthèse? Très bien. Elle a besoin des pièces justificatives et des états de synthèse. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si, par exemple, il veut juger la réalité et la régularité d'une opération, il va demander, bien sûr, les pièces justificatives. Très bien. Donc, normalement, ça veut dire pour faire son travail, l'auditeur, il a besoin d'un certain nombre de documents. Ces documents, bien sûr, pourquoi on doit lui donner? Tout simplement parce que c'est les normes d'audit qui précisent cette information. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'un auditeur comptable et financier, par exemple, il veut auditer un audit juste spécifique, par exemple, parce que dans la pratique, on n'audite pas toute la comptabilité, ça dépend des cas. Il veut auditer, par exemple, juste les immobilisations. D'accord? Ça veut dire l'objet d'audit, c'est quoi? C'est l'audit des immobilisations. Ça veut dire l'auditeur va vérifier est-ce que les immobilisations acquises par l'entreprise sont évaluées à leur vraie valeur? Est-ce qu'on a utilisé les comptes adéquats avec les intitulés et le numéro de compte adéquat? Est-ce que nous avons, par exemple, suite à un contrôle physique, ces immobilisations existent réellement chez l'entreprise? Et ainsi de suite. Dans ce cas, l'auditeur, lorsqu'il va demander des documents, il n'a le droit de demander que les documents liés à l'objet de sa mission. C'est-à-dire, par exemple, il ne peut pas demander des factures de matières premières. Vous comprenez ce que je dis? Parce que si l'auditeur demande des documents relatifs à ses IMO, il a le droit de les avoir et l'entreprise, elle a l'obligation de lui en donner. Mais s'il demande des documents qui n'entrent pas dans le cadre de sa mission, bien sûr, l'entreprise ici a le droit de refuser de lui donner ces documents-là. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et Oui, bien sûr, madame. il n'a pas le pouvoir d'exiger à l'entreprise d'avoir, c'est-à-dire ces documents. D'ailleurs, loin de là, pour vous donner plus de précision, bon, parce que ici, je suis obligée de vous dicter chaque fois des cas pratiques. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que l'auditeur il a une mission d'audit dans une entreprise. Vous savez qu'il doit préciser les documents dont il aura besoin,
Et en même temps, il peut demander les personnes qu'il a intérêt à voir pour comprendre, par exemple, une opération. L'auditeur, il peut demander de voir le comptable. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il demande de voir le comptable pour pouvoir comprendre certaines opérations déjà effectuées par le comptable, bien sûr, il a l'obligation, la société, pardon, a l'obligation de lui donner cet accès-là. Par contre, si l'auditeur, par exemple, veut demander ou bien il demande de voir un directeur des achats et la société refuse, bien sûr, le droit est avec la société. Il n'a pas le droit de lui parler. Et si jamais il lui parle, il ne pourra pas écrire ça dans son rapport d'audit parce que dans ce cas, son rapport, il risque d'être refusé par le mandataire. Rien pour vous dire, la mission d'audit, il est bien cadré par la loi. C'est-à-dire, si on ne respecte pas ces normes, c'est quoi le risque? Le rapport d'audit, on risque, c'est-à-dire de l'avoir être refusé par le mandataire. C'est-à-dire, il ne sera pas accepté par le mandataire et dans ce cas, c'est le mandataire qui obtiendra gain de cause. Est-ce que c'est clair? Et même d'ailleurs, le mandataire peut parfois refuser de payer l'auditeur. Hein. Très bien. Donc, troisième point, c'est définir le champ des activités d'audit interne. Ça veut dire ici, vous voyez très bien que le champ des activités, il est limité. Il est limité par quoi? Selon les définitions, bien sûr, des normes d'audit. C'est-à-dire, si j'ai une mission d'audit bien spécifique, je n'ai pas le droit d'aller au-delà. Par exemple, j'ai un audit opérationnel de la fonction marketing, je n'ai pas le droit d'auditer la production. Pourquoi? Parce que dans ce cas, mon champ d'activité, c'est le marketing. Si j'ai un audit de la production, je n'ai pas le droit d'auditer l'approvisionnement. Est-ce que vous avez compris? Parce que n'oubliez pas que l'entreprise, ça doit bien sûr, je dirais, le cadre interne de l'entreprise doit être respecté. C'est bon? Ça va? Oui, c'est bon. Oui, madame. Très bien. Attendez, s'il vous plaît, je refais, j'ai un petit problème avec le partage, je pense. Et je le refais une deuxième fois. Très bien. Donc, bien, donc suivez avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que mon écran est partagé avec vous? Oui. Bien, Non, les madame. diapos sont diffusés? Non, voilà, c'est ça. Donc, j'ai un petit problème là. Donc, j'arrête le partage et je refais, s'il vous plaît. Maintenant, oui. Maintenant, oui, mais il y a un petit problème, c'est que les diapos ne se diffusent pas. Donc, très bien, c'est bon. Je pense maintenant, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi les diapos ne se diffusent pas.
Petit problème au niveau du partage. Est-ce que maintenant il est partagé, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que mon écran Madame, est c'est la partagé même page. Non, madame. Oui, elle Non. est partagée, mais la même page. Mais moi, Alors, et là, vous maintenant, c'est cliquez sur fini chez moi. D'accord. Maintenant, Là, c'est vous bon. cliquez sur le... Oui. Oui, madame. Très bien, parfait. Voilà. Ça marche. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Normalement, ce que je viens de dire, c'est la charte d'audit. Allah alaikum, vous prenez une feuille, un stylo, vous écrivez avec moi, s'il vous plaît, pour avoir le cadre de référence. Je viens de vous expliquer la charte de l'audit Madame. interne. Ah, oui? D'accord, ça marche, pardon. Yallah, très bien. S'il vous plaît, vous écrivez. On a deux documents. Normalement, nous avons la charte de l'audit interne. Donc, vous écrivez juste la charte. C'est ce que je viens de vous dire. Je répète, la charte, c'est comme un code. C'est un code qui va régir toute l'activité d'audit. S'il vous plaît, toujours pour régir le métier d'audit, nous avons un deuxième document, c'est ce qu'on appelle le code de déontologie. S'il vous plaît, c'est akhlaqiyat al-mihna, c'est-à-dire c'est qui un auditeur, quelles sont les qualités que doit avoir un auditeur. Normalement, lorsque je parle du code de déontologie, il s'intéresse plus à la personne de l'auditeur. La charte, elle s'intéresse à l'activité d'audit. Oui. Par exemple, au niveau de la médecine, vous avez un code de déontologie pour l'activité de médecin. Au niveau, par exemple, des avocats, vous avez un code de déontologie qui régit l'activité d'avocat. D'accord? Très bien. Donc, oui. Il s'agit des principes applicables à la profession, à la pratique de l'audit interne, les règles de conduite décrivant le comportement attendu des auditeurs. Ce code s'applique à la fois aux personnes et aux organismes qui fournissent des services d'audit interne. Ça veut dire quoi? Il peut s'intéresser à la fois aux personnes physiques ou bien aux personnes morales. Parce que vous savez que dans la pratique, nous avons ce qu'on appelle les cabinets d'audit. D'accord? Donc, c'est la même chose. Même les cabinets d'audit doivent respecter ce code de déontologie. Donc, il a pour but de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession d'audit interne. D'accord? C'est-à-dire, c'est un ensemble de valeurs. S'il vous plaît, vous éteignez vos micros là pour ne pas avoir de chevauchement. Très bien. Donc, il s'agit de quoi? Ce code, elle énonce 4 principes fondamentaux, déclinés en 12 règles de conduite. Ces principes sont l'intégrité, l'objectivité, la confidentialité et la compétence. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, si vous voulez, c'est un point qualitatif, c'est-à-dire les qualités d'un auditeur. L'intégrité, bien sûr, c'est-à-dire il doit être quelqu'un de confiance. L'objectivité, c'est le fait qu'il est indépendant, c'est-à-dire si jamais il trouve une anomalie, il ne doit pas faire attention, bien sûr, à la personne qu'il avait commise et dire non, je n'ai pas le droit de dire que c'est cette personne, mais il doit être objectif pour toutes, c'est-à-dire les constatations qu'il va mettre en place et bien sûr pour toutes les recommandations aussi. La confidentialité, bien sûr, impérative sauf obligation légale. Et on verra après dans des cas qu'est-ce que ça veut dire cette confidentialité. Ça veut dire l'auditeur, lorsqu'il est mandaté par quelqu'un, alors le rapport, il doit le donner à ce mandataire-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de diffuser les résultats de sa mission à une autre personne, autre que la personne qui l'a chargé d'auditer, bien sûr, une opération donnée ou bien une fonction donnée. Et bien sûr, vous avez la compétence qui implique la mise à jour des connaissances. Bien sûr, cette compétence, il va c'est-à-dire se démontrer après par la valeur ajoutée que va apporter l'auditeur à l'entreprise. Et donc, qui dit compétence, c'est qu'il y a la nécessité d'une mise à jour des connaissances. Très bien. Les règles. Normalement, vous allez voir que ce sont des règles qui doivent se trouver dans tous les métiers, hein, mais ça n'empêche, je vais vous le dire quand même. Donc, accomplir honnêtement les missions, respecter la loi, ne pas prendre part à des activités illégales, respecter l'éthique,
être impartial, ne rien accepter qui puisse compromettre le jugement, révéler les faits significatifs, protéger les informations, ne pas en tirer un bénéfice personnel, ne faire que ce qu'on peut faire, améliorer ses compétences et respecter les normes. Voilà, si vous voulez, les règles qui se trouvent dans le code de déontologie qui doivent être respectées par l'auditeur lors de l'accomplissement de ses missions. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris toutes ces règles? D'ailleurs, pour vous dire, les règles normalement, ce n'est pas le travail de l'auditeur. Mais seulement on audite, puisque c'est réglementé, c'est normalisé, c'est déjà écrit. C'est-à-dire tout auditeur, normalement, pour avoir, c'est-à-dire le qualificatif d'un auditeur, c'est qu'il a déjà accepté, bien sûr, ce code de déontologie. Mais la question à se poser, est-ce que tous les auditeurs respectent ces règles? Bien sûr, non, ça dépend des cas, parce que nous avons pas mal d'anomalies constatées de la part de ces deux auditeurs eux-mêmes. Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Oui? Très bien, c'est ça. Quelle est ta question? S'il vous plaît, le code de déontologie, il s'appelle comme ça. Normalement, c'est un code. C'est comme un référentiel qui précise, voilà, les valeurs qu'on doit respecter lorsqu'on exerce un tel métier. C'est akhlaqiyat al-mihna. Est-ce que c'est clair? Alors que lorsque je parle de la charte, normalement, c'est un ensemble, ou plutôt c'est un référentiel qui comporte un ensemble de normes. Ces normes vont régir le métier d'audit en général. C'est l'activité d'audit. C'est ce qu'on va voir par la suite. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Madame, Oui, madame, j'ai pas compris. je vous écoute. J'ai pas compris le principe d'objectivité. Pardon? J'ai pas bien compris le principe d'objectivité. Normalement, c'est quoi une personne intègre? J'ai juste le terme. Une personne intègre, c'est quoi? C'est quelqu'un de confiance, tout simplement. C'est une qualité. Lorsqu'on vous dit, par exemple, vous êtes intègre, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de confiance. On peut vous faire confiance. C'est normal parce qu'un auditeur, si le mandataire n'a pas confiance à l'auditeur, comment, par exemple, il pourra lui mandater pour pouvoir détecter les anomalies et donner la solution adéquate? Est-ce que vous avez compris? C'est ça le principe d'intégrité. D'accord? Oui. Bien sûr, pour être quelqu'un de confiance, ça demande pas mal de valeurs. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, par exemple, une personne corrompue, parce que, attention, parce que dans la pratique, je peux vous donner un exemple très simple. Supposons que vous êtes un auditeur et, par exemple, vous êtes mandaté par le conseil, plutôt par le conseil d'administration, les actionnaires. Et quand vous faites votre mission d'audit, vous constatez que la direction générale ou bien le directeur général est impliqué dans la défaillance, soit détournement de fonds, soit une irrégularité, ainsi de suite. Le directeur vous dit, par exemple, vous ne diffusez pas cette information et vous aurez, par exemple, une somme d'argent à titre de corruption. Si l'auditeur accepte, est-ce qu'il est intègre dans ce cas? Non. Est-ce que vous avez Non. compris? Voilà, donc ce sont des qualités. C'est la raison pour laquelle je vous dis, faites attention, ça c'est sur le plan théorique. Le code de déontologie. Mais est-ce que ça veut dire tous les auditeurs au monde sont des personnes intègres? Bien sûr, non. La preuve, c'est quoi? C'est que les plus grands scandales financiers au monde, le cas de la société Enron, c'était quoi? C'était normalement une société qui a induit les actionnaires en erreur. Qui était complice? C'est le plus grand cabinet d'audit au monde. C'est le cabinet Ariston. Est-ce que vous avez compris? Dans ce cas, l'auditeur, c'est lui qui a aidé la société à tromper les actionnaires. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord? C'est-à-dire dans la pratique, pourquoi? Parce que dans la réalité, l'auditeur va vous dire, moi, je suis payé pour conseiller l'entreprise. Et donc, parfois, il peut être amené à conseiller l'entreprise à faire une optimisation fiscale. Voilà, il n'est plus intègre. Par la même
occasion, il peut conseiller l'entreprise à faire une évasion fiscale parce que ça n'empêche, lui, il travaille pour le compte de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, c'est clair. Oui. Alej? Il est affiché devant moi. Faites attention. Pour les deux sessions. Oui, madame. Il s'affiche ou là? Oui, madame, il est affiché. Oui, il a Pour la fait, session, il a fait. pour la session 1 et 2, s'il vous plaît. Je vais refaire la même chose pour la session 2, j'espère. J'arrête les enregistrements et je reviens. Et maintenant? Et maintenant, s'il vous plaît? Non, pas encore, madame. Madame, le Pas diapo. encore, madame. Il est affiché pour la session 1. La session 2 Mais maintenant. non, Pour la madame, non, session pas deux, encore. Pas encore. S'il vous plaît, Lardelico. S'il vous plaît, pour moi, c'est affiché. أنا Non, قدامي, les madame, mais diapos pour sont nous. affichés. La reste suivant Mais avec la- moi. D'abord, dites-moi pour quelle session Lardelico? Pour la deuxième Pour la session, deuxième la session. deuxième. Pour la deuxième madame. session. Oui, Très bien. Je vais refaire ça, s'il vous plaît. d'accord, madame. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, je suis la première session. C'est bon? La première session, c'est bon. La deuxième session. Pas encore. Pas encore, madame, pas encore. Pas encore, madame. S'il vous plaît, le fait qu'il n'y en a que quelques-uns, actualisez chez vous Lardelico. Parce On qu'il a n'y a que actualisé, quelques-uns. madame. Et ouais, نفس البروبلème, il n'a pas affiché. vous êtes dans quelle session? La deuxième Deuxième. session, madame. S'il vous plaît, les personnes de la deuxième session, est-ce que vous n'avez pas tous l'affichage? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Oui, madame. كيفاش ما عندكمش l'affichage كلكم؟ كامل ما عندناش لافيشاج. لا ما كاينش. غير لا دوزيام سيسيون بالنسبه لا بروميير سيسيون راه عندهم الي افيشي ولكن بالنسبه لنا حنايا في لا دوزيام سيسيون اون با افيشي. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. بلاتي. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Éteignez vos micros. Lardelico, s'il vous plaît, désactivez vos micros. C'est bon? جاوبني غير واحد بواحد الارض عليكم. Non. Non, D'accord, pas encore, madame. attendez. D'accord. Affichez maintenant? Pas encore. Très bien. Pas encore. Voilà. يلا actualisez الارض عليكم. شوية. D'accord, on va actualiser. D'accord. On va actualiser. شي من عندي. Très bien. On a actualisé, madame, mais pas encore. Il n'a pas affiché. يلا وعاود. S'il vous plaît. Dépêchez-vous. الله تقرزي عليكم. On doit avancer شوية. Dépêchez-vous. Très bien. En attendant, il doit avoir comme qualité. Normalement, c'est sur le volet théorique. Ça ne veut pas dire que tous les auditeurs au monde, ils ont ces qualités-là. C'est comme les médecins. Est-ce que c'est clair?
D'accord? C'est-à-dire parce que normalement, dans la pratique, toute fonction elle a un code de déontologie qui régit cette fonction. Mais est-ce que ça veut dire toutes les personnes qui exercent de telles fonctions, elles respectent ces règles? Bien sûr, à la limite, il y en a qui les respectent, il y en a pas qui les respectent pas, il y en a qui les respectent à moitié et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Ou bien les qualités que doit avoir toute personne dans sa vie, mes chers les auditeurs. Un poste, il doit avoir ces règles-là normalement. D'accord? Très bien. Donc, oui. Bien sûr. D'ailleurs, c'est les procédures. C'est ce qu'on va voir par la suite. Il y a un comptable. Normalement, son rôle, c'est quoi? Je reviens au rôle. C'est de pouvoir faire les traitements des opérations comptables au jour le jour tout en respectant la loi comptable. Et bien sûr, tout en ayant une objectivité au niveau de la réalisation ou bien le trait des opérations. Si le comptable il fait par exemple des irrégularités, soit volontaires, soit involontaires, ça veut dire qu'il n'est pas intègre. Par exemple, un comptable où il a un chèque qui va détourner, par exemple. Un comptable qui va sous-évaluer la valeur d'un bien pour avoir la différence dans ses poches. Là, il y en a. C'est-à-dire pourquoi? Parce que dans la pratique, là, il y a ce qu'on appelle la fraude comptable. Et cette fraude comptable va être commise par le comptable lui-même. Est-ce que c'est clair? Tous les métiers, tous les métiers. S'il vous plaît, vous désactivez vos micros. Larde alaikum. S'il vous plaît, les gens qui... Oui? Oui? Madame. Madame. La machine des parties prenantes, de l'auditeur. De l'auditeur. Oui, les valeurs morales, bien sûr. Mais de l'auditeur, s'il vous plaît. Mais chez les parties prenantes. Quand tu dis les parties prenantes, c'est avec qui travaille l'auditeur. Est-ce que vous avez compris? Mais ça ne concerne que l'auditeur en tant que métier, en tant que fonction. D'accord? Voilà. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que, par exemple, on a un cabinet d'audit. Alors, comme un exemple. Un cabinet d'audit. L'entreprise, pour qu'elle devienne cliente dans ce cabinet, qu'est-ce qu'elle dépose chez lui? Toutes les informations la concernant. Est-ce que c'est clair? Il y a tous les documents la concernant. Si, par exemple, ce cabinet, il va prendre ces documents et il va les donner à une entreprise concurrente. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il est donc, c'est-à-dire il a respecté le code de déontologie? Non. Bien sûr, dans ce cas, je dis qu'il a altéré le code de déontologie parce qu'il n'a pas le droit de diffuser des informations d'un mandataire ou bien de son client. Est-ce que vous avez compris? Hein? C'est bon? Madame. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, s'il vous plaît, je reviens aux normes. Prenez une feuille, un stylo, suivez avec moi. Donc, les normes, normalement, on va les distinguer en deux catégories. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, oui. Oui, je vous écoute. Oui. Hein? Ben, s'il vous plaît, il y en a, vos collègues dans la deuxième session qui ont l'affichage. Je vais vérifier ça tout de suite. S'il vous plaît. Madame, Bien sûr, je vais vous envoyer le support. Une fois que je termine, vous aurez le support. Très bien. De le déposer maintenant? Bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Rena, je dois quitter, je dois essayer parce que le support, Rena dit le support Kamel. Bon. Très bien. S'il vous plaît, essayez de suivre avec moi. Je vais vous donner le support après. Si vous voulez le support par avance, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire le support de demain, je vous le donnerai aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Mais pour le moment, je ne pourrai pas sortir et rentrer. Ça va me demander beaucoup de temps, s'il vous plaît. Très bien.
L'arrêt, suivez avec moi. C'est-à-dire ce que je vais vous expliquer, vous n'avez pas besoin de diapo. Suivez mes explications surtout. Très bien. Pour ne pas perdre beaucoup de temps. Si vous voulez le support avant le cours, je vous le donnerai sans problème. Très bien. Donc, prenez une feuille ainsi que si vous voulez, suivez avec moi. Donc, normalement, tout auditeur doit avoir une mission. Suivez avec moi. Cette mission, qu'est-ce qu'elle va traduire? Elle va traduire la nature de responsabilité de l'auditeur. Ici, je vais vous donner un exemple très simple. D'ailleurs, vous savez que quand on fait un parallélisme avec le médecin, normalement, le médecin, est-ce qu'il a une obligation de résultat? C'est-à-dire, lorsqu'un malade consulte un médecin, est-ce que le médecin a l'obligation de le guérir? Non, madame. Non, madame. Bien sûr, non. Très bien. Mais le médecin doit mettre en place tous les moyens nécessaires pour l'aider à guérir. Si le malade ne guérit pas, le médecin n'est pas responsable. Vous suivez avec moi. D'ailleurs, avec ce raisonnement, qu'est-ce qu'on va définir? La nature de la responsabilité. Parce qu'en droit, d'ailleurs, en droit civil et en droit commercial, nous avons deux responsabilités. Soit une responsabilité de résultat, soit une responsabilité de moyens. C'est quoi une responsabilité de résultat? Ça veut dire, moi, je suis responsable du résultat. Autrement dit, par exemple, moi, votre professeur, est-ce que je suis responsable le fait que je vous enseigne la matière, que vous allez tous réussir la matière? Et si vous ne réussissez pas, c'est moi le responsable. Non, parce que je n'ai pas une responsabilité de résultat. Qu'est-ce que j'ai? Une responsabilité de moyens. C'est-à-dire, je dois mettre à votre disposition tous les moyens nécessaires pour réussir, mais le résultat, bien sûr, ne m'engage pas. Est-ce que c'est clair? Donc, pour l'auditeur, c'est pareil. L'auditeur, il a ce qu'on appelle une responsabilité de moyens, c'est-à-dire la mission que l'auditeur réalise, c'est une mission d'assurance. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire une mission d'assurance? C'est-à-dire l'auditeur, il travaille, il accomplit sa mission d'audit pour donner au mandataire l'assurance que tout va bien. Autrement dit, ce n'est pas, si vous voulez, une sécurité absolue. C'est-à-dire, il ne vous donne pas la certitude que tout va bien, mais seulement une assurance que tout va bien. C'est-à-dire, lorsque je parle d'assurance, ça veut dire que je parle de manière implicite de la responsabilité de moyens. Est-ce que vous avez compris? Donc, ceci va nous donner les deux catégories de missions de l'audit. Soit une mission d'assurance, c'est-à-dire ici, par exemple, lorsqu'il va vérifier la comptabilité, il va dire est-ce que la comptabilité, il est régulière, il est sincère, il est probante, elle est exacte. Soit il peut assurer une mission de conseil et dans ce cas, l'auditeur va se transformer en conseiller. Or, la mission principale, c'est une mission d'assurance. Est-ce que c'est clair? Donc, mettez ça, s'il vous plaît, mission d'audit. Nous avons une mission d'assurance et nous avons une mission de conseil. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez voir les normes, lorsque vous allez trouver A dans les codifications, c'est assurance, C, c'est conseil. Bien. C'est ce qu'on va voir ici. Madame, Donc, les normes, oui. l'auditeur, il va assurer l'entreprise sur quel point exactement? Est-ce que sur la méthode? Sur l'objet d'audit. Sur l'objet d'audit. D'accord, merci. D'ailleurs, pourquoi je dis c'est une mission d'assurance, ils n'ont pas une certitude absolue. Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'un auditeur il fait une vérification de la comptabilité. Par exemple, une opération d'achat. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier les pièces justificatives, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un bon d'achat? Est-ce qu'il y a un bon de commande? Est-ce que nous avons reçu un bon de livraison? Est-ce que nous avons un bon de réception? Vous suivez avec moi?
il va passer au contrôle physique. Est-ce que l'achat qui a fait l'objet de la facturation se trouve chez l'entreprise? Vous suivez avec moi? Donc, une fois il termine sa mission, il va dire que l'achat, il assure d'ailleurs l'entreprise que l'achat effectué est un achat. Bon, il est probant, il est exact, il est sincère, il existe réellement. Mais il se peut que l'entreprise ait réalisé cet achat par mauvaise foi. C'est juste pour gonfler les charges. C'est-à-dire l'entreprise n'a pas vraiment besoin de cet achat. Est-ce que l'auditeur, il est capable de se prononcer sur ce point? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Il audite, lui, les opérations. Il audite en fonction des documents. Mais est-ce qu'il peut apprécier l'intention de l'entreprise? Non, Pourquoi madame. elle a effectué cet achat? Voilà. Donc, il y a toujours un risque résiduel. Et le fait qu'il y ait le risque résiduel, ça veut dire que je ne vous donne pas la certitude absolue, mais je vous donne juste une assurance raisonnable. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, c'est comme le médecin. Le médecin doit mettre en place normalement tous les moyens nécessaires pour guérir son malade. D'accord? Mais est-ce qu'il vous donne la certitude absolue? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un risque résiduel et ce risque résiduel existe toujours. D'ailleurs, ce qu'on dit dans la pratique, le risque zéro n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Et on verra ça d'ailleurs par la suite lorsqu'on va étudier le management des risques. OK? D'ailleurs, pour vous expliquer ça davantage, parce qu'on va le voir après par des cas pratiques, Anna, c'est comme un exemple qui est très simple. Supposons-vous, par exemple, vous habitez dans une maison. Quand, par exemple, vous fermez les fenêtres, vous fermez la porte, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est le même travail. Qu'est-ce que vous faites normalement? Est-ce que vous pourriez, par exemple, le soir ou bien la nuit, même la journée, laisser la porte ouverte? Vous ne pouvez pas le faire. Vous suivez avec moi? Non. Non, madame. Très bien. Quand vous fermez la porte, vous fermez les fenêtres, vous éteignez par exemple la lumière, vous surveillez par exemple les gaz, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, vous voulez être assuré que tout marcherait bien. Mais est-ce que ceci peut vous éviter 100% le risque de vol, par exemple? Non, madame. Non, madame. Non. Voilà. Je fais tout ce que je veux dire. Il y a toujours Oui, le madame. risque résiduel. Le risque résiduel qui est toute activité. Donc, l'auditeur, le fait qu'il audite une entreprise, mais il ne pourra pas donner la certitude absolue. Il se peut que l'entreprise elle a accompli une telle mission ou bien une telle tâche par mauvaise foi et l'intention, normalement, il n'est pas quelque chose de mesurable et de quantifiable. Donc, automatiquement, on ne peut pas donner la certitude absolue. Ça, ce que j'aimerais que vous sachiez, s'il vous plaît, 2 points. Et Anina, j'ai parlé de 2 notions qui sont spécifiques à l'audit. Assurance raisonnable. Yani, je vais accepter le risque résiduel. Certitude absolue. Yani, tout ce que je vous dis, il est à 100% vrai. C'est ça la certitude absolue. Or, la certitude absolue, mais qui n'est normalement dans les sciences qui ne sont pas exactes. Parce que là, on fait de la gestion. Et là, dans la gestion, la science n'est pas exacte. Ce n'est pas comme les mathématiques, comme 1 plus 1 égale à 2. C'est-à-dire, je vous dis, vous avez la certitude absolue que 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que c'est clair? Parce que la science est exacte. En gestion, la science n'est pas exacte. Donc, on ne peut pas parler d'une certitude absolue. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, S'il vous plaît, madame, oui, je n'ai pas bien saisi la mission de conseil. S'il vous plaît. on va la voir par la suite, s'il vous plaît. Très bien. D'accord. Mais suivez avec moi, je vais y arriver. D'accord. Donc, pour les normes, s'il vous plaît, on va distinguer 3 catégories de normes. Les normes de qualification. Moi, la série 1000, s'il vous plaît, la série 1000, c'est la codification. Le code, la loi, qui énonce les caractéristiques que doivent présenter les organisations et les personnes accomplissant des activités d'audit interne, c'est-à-dire la qualification de l'auditeur ou bien des cabinets d'audit. Les normes de fonctionnement, c'est la série 2000, qui décrivent la nature des activités d'audit interne et définissent des critères de qualité permettant d'évaluer les services fournis, c'est-à-dire c'est quoi
les activités d'audit interne et bien sûr les normes de mise en œuvre, c'est dans la série 1000 ou 2000 qui décline les précédentes pour des missions spécifiques. C'est-à-dire ici, c'est comment on va appliquer les normes de qualification et les normes de fonctionnement dans un cas bien sûr spécifique ou bien dans une mission réelle. D'accord? C'est ce qu'on va voir par la suite. S'il vous plaît. D'ailleurs, ce que je vous avais dit tout à l'heure, parce que les normes, je répète, ça donne un référentiel de milliers de pages. Bien sûr, on ne pourra pas traiter toutes ces normes, mais j'ai sélectionné juste les normes qu'il faut bien maîtriser pour aller loin dans ce domaine, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment le résumé du résumé du résumé. Les normes, on va essayer de les lire, bien sûr, norme par norme. Je vais essayer de les expliquer. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Mais ça n'empêche, je vais vous déposer ces normes, s'il vous plaît. Il faut les lire attentivement. Et toute norme que vous ne comprenez pas, il faut la noter et vous me demandez ça par la suite. Est-ce que c'est clair? Si vous comprenez les normes, vous allez comprendre tout le travail de l'audit qui va venir par la suite. Parce que dans les normes, on trouve tout, absolument tout ce qui concerne le travail ou bien la mission d'audit en général. Bien. Donc, je reviens juste avant d'aller plus loin à la mission de conseil. Je vous avais dit, la mission principale d'audit, c'est la mission d'assurance. C'est-à-dire, quand quelque chose ne marche pas ou bien l'entreprise, il veut avoir une assurance, il va demander à l'auditeur d'accomplir une mission pour lui donner une assurance sur un point déterminé. La mission de conseil, c'est une mission annexe. C'est-à-dire ici, l'auditeur, il peut se transformer en conseiller d'entreprise. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que l'entreprise, il veut faire un investissement. Normalement, pour faire un investissement, je pense que vous l'avez déjà vu en gestion financière, il faut étudier la faisabilité de cet investissement. Vous faites une étude de faisabilité pour choisir l'investissement qui va être le plus rentable pour l'entreprise, mais en même temps choisir le plan de financement le plus adéquat. Est-ce que c'est clair? Donc, il se peut que l'entreprise, elle veut avoir l'avis d'un auditeur, et dans ce cas, l'auditeur va se transformer en conseiller pour conseiller l'entreprise sur l'intérêt de cet investissement ou bien sur quel est le mode de financement le plus adéquat pour l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Dans ce cas, la mission, ce n'est pas une mission de conseil, mais plutôt, ce n'est pas une mission d'assurance, mais c'est une mission de conseil. D'accord? Mais l'auditeur n'a pas le droit de donner ce conseil que lorsqu'il sera sollicité par le mandataire. Est-ce que c'est clair? Il y en a toujours le mandataire, la personne qui lui demande, c'est elle qui doit lui demander le conseil. Toujours respecter le code de déontologie. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît, pour la personne qui a demandé la mission de conseil? C'est clair, madame, merci. Très bien. Madame, Oui. le mandataire, c'est le directeur général de l'organisation, quoi. Ça peut être la direction générale, mais ça peut être une tierce personne. Je vais vous donner les cas. Normalement, le mandataire, c'est qui? C'est la personne qui a déclenché la mission d'audit. Si je suis dans une entreprise, par exemple, ça peut être la direction générale. Si je suis dans une société anonyme, par exemple, il se peut qu'un actionnaire mandate un auditeur pour auditer l'entreprise. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que les actionnaires ne sont pas satisfaits des dividendes reçus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils constatent que l'entreprise leur distribue des dividendes, je dirais, c'est-à-dire inférieurs, alors que l'entreprise, par exemple, elle a des signes externes de richesse. C'est-à-dire les dirigeants, ils présentent des signes de richesse, ils changent de voiture, par exemple, et les actionnaires reçoivent une partie inférieure de dividendes. Dans ce cas, les actionnaires, ils ont le droit de mandater un auditeur pour auditer les comptes de l'entreprise. Le mandataire ici, c'est qui? C'est les actionnaires. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pas toujours, c'est pourquoi je dis moi mandataire. S'il s'agit d'un auditeur interne, il travaille chez l'entreprise, bien sûr, le mandataire, c'est la direction générale, c'est le directeur général. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, Madame, madame.
Donc, Oui. le mandataire, c'est lui qui est toujours le demandeur de l'audit. Très bien. C'est toujours le demandeur de l'audit. Voilà, exactement ça. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, parfois, ça peut être un organe de tutelle. C'est comme un exemple très simple. Si je prends dans le cas des banques, vous avez une agence bancaire, par exemple, qui présente des anomalies. Peut-être qu'il n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on lui a fixés. Peut-être il y a des problèmes au niveau de l'agence. Dans ce cas, il se peut que la direction générale de la banque, c'est-à-dire au niveau du siège, déclenche une mission d'audit dans l'agence. Est-ce que vous avez compris? Autrement dit, si je prends une société de groupe, une multinationale, vous savez que dans une multinationale, qu'est-ce qu'on aura? On a la société mère et vous avez des filiales. Supposons que dans une filiale, on n'a pas les résultats escomptés. Et il se peut que la société mère, elle peut déclencher un audit de la filiale pour savoir où est le problème. Dans ce cas, le mandataire, c'est qui? C'est la société mère. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, donc toujours le mandataire, c'est le demandeur d'audit. C'est lui qui déclenche, il a le droit de déclencher une mission d'audit. C'est le cas aussi, par exemple, de Banque El Maghrib. Lorsqu'une banque présente un problème, Banque El Maghrib, il peut déclencher une mission d'audit. Si vous voulez, en plus de l'audit, c'est un audit légal. Elle est déclenché par un organe de tutelle. Est-ce que c'est clair? Je peux vous donner un autre exemple. Supposons que vous avez, par exemple, un problème au niveau de la faculté. Il se peut que l'université déclenche une mission d'audit de la fac, c'est-à-dire c'est l'organe de tutelle. Un problème du niveau de l'université, le ministère de l'enseignement, par exemple, il peut déclencher une mission d'audit. Est-ce que vous avez compris? Hein? Autrement dit, le mandataire, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un intérêt précis. Donc, lui, il a le droit de déclencher une mission d'audit pour avoir une assurance sur une situation. Voilà. C'est bon? Ça va? Oui, madame, c'est clair, merci. Très bien. Donc, s'il vous plaît, je vais commencer par les normes de qualification. Ici, bien sûr, vous allez voir que pour chaque norme, voilà, donc s'il vous plaît, pour chaque norme, vous avez une codification. Là, on est norme par norme. S'il vous plaît, là, je ne vais pas étudier toutes les normes. Je répète ce que j'ai sélectionné comme nécessaire. Donc, la première norme, s'il vous plaît, quand vous voyez A, ça veut dire que c'est une norme d'assurance. Très bien. Donc, je commence par la première. Les auditeurs internes doivent s'abstenir d'auditer des opérations particulières dont ils ont été auparavant responsables. L'objectivité d'un auditeur interne est présumée altérée lorsqu'il réalise une mission d'assurance pour une activité dont il a eu la responsabilité au cours de l'année précédente. Très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez compris cette norme? Oui, madame. En fait, l'auditeur interne ne peut pas être responsable d'un projet ou d'une audit dont lui faisait partie, car il ne peut pas être objectif et pragmatique et il pourra prendre son parti à lui. Très bien. Donc, je répète. Donc, voilà. C'est-à-dire l'explication de votre collègue, elle est bien. Donc, là, parce que je vous dis, les normes, ils régissent le métier. Qu'est-ce que doit respecter un auditeur dans le cadre de son activité? Donc, je répète. L'auditeur, il doit s'abstenir d'auditer des opérations particulières dont ils étaient auparavant responsables. De manière trop simple, je ne pourrais pas être juge et partie. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, supposons que l'auditeur, il a assisté l'entreprise dans la réalisation d'une opération. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons le cas d'audit d'acquisition. Par exemple, parce que vous savez que lorsque l'entreprise veut acheter soit un local, soit une machine, elle peut demander à l'auditeur de faire ce qu'on appelle un audit d'acquisition pour dire est-ce que l'acquisition elle est favorable à l'entreprise ou pas. Supposons que l'auditeur il a intervenu pour donner conseil à l'entreprise d'acheter ou de ne pas acheter.
cet auditeur, il n'a pas le droit de venir après pour auditer cette même opération. Pourquoi? Parce que dans ce cas, bien sûr, il ne pourra pas être objectif. Parce que je ne pourrais pas auditer quelque chose que moi, j'ai fait moi-même. Est-ce que c'est clair? Parce que n'oubliez pas que dans s'il vous plaît, pardon, la première définition, on a parlé d'objectivité et d'indépendance de l'auditeur. C'est-à-dire, un auditeur doit être objectif, doit être indépendant. Si j'audite une opération, bien sûr, qui a été réalisée par moi-même, est-ce que je vais être objective? Bien sûr, non. Est-ce que c'est clair? Oui? Madame, dans ce cas, si tu avéré après qu'il a donné des recommandations, l'entreprise a réalisé par exemple cette acquisition, et si tu avéré après que cette acquisition a des effets sur une autre fonction, c'est-à-dire que l'auditeur dans ce cas n'est pas responsable direct, mais peut-être un autre effet. C'est-à-dire que cette acquisition qui a causé un effet sur votre fonction, bien sûr, l'activité de l'entreprise. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas ça l'idée. C'est une autre idée. Bien sûr, parce que ton idée, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, c'est que le travail d'auditeur n'est pas un travail que normalement c'est-à-dire qu'il ne pourra pas avoir de risque. D'ailleurs, dans la pratique, c'est ce qu'on va voir par la suite, là, on a le risque d'audit. C'est-à-dire le risque que l'auditeur ne réalise pas bien sa mission. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque, par exemple, il y a une activité auditée, c'est une activité qui est sûre à 100%. Là, ça veut dire toujours l'assurance. Mais l'idée dans cette norme, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, je ne pourrais pas être juge et partie en même temps. Je ne pourrais pas, par exemple, supposons que l'auditeur, par exemple, pour vous simplifier la tâche, n'atterrit le cas de l'audit comptable. Supposons que l'auditeur, par exemple, il était le chef comptable l'année dernière. C'est lui qui a statué sur les comptes. C'est lui qui a établi les documents de synthèse. Une fois il devient auditeur, bien sûr, il ne pourra pas auditer ses comptes parce que c'est lui qui les a établis. Tout simplement. Parce que dans ce cas, il ne peut pas être objectif. Est-ce qu'il va dire que moi, j'ai commis telle irrégularité? D'accord? C'est-à-dire, pour maintenir cette objectivité, l'auditeur ne doit pas auditer une opération pour laquelle il était responsable ou bien il a contribué à sa réalisation. Voilà l'idée principale de cette norme. Je répète toujours entre parenthèses, cette chiffre les normes. La pratique, elle a des dérapages. D'ailleurs, si on aura l'occasion de se voir en présentiel, on pourra traiter des cas pratiques. D'ailleurs, même non, lorsque je vais discuter avec vous des cas réels, en matière d'audit, vous allez comprendre de quoi je parle. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, la deuxième norme. Les missions d'assurance concernant des fonctions dont le responsable de l'audit a la charge doivent être supervisées par une personne ne relevant pas de l'audit interne. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, dans le cas où l'auditeur, c'est lui qui était responsable, bien sûr, de certaines fonctions, ce n'est pas lui qui doit les auditer, mais une tierce personne. Il peut être un audit externe. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, ici, on peut faire appel à un auditeur externe pour auditer l'opération. Donc, finalement, les deux normes, A1, A2, c'est toujours dans la série 1130 et signifient la même chose. Ce qu'il faut retenir de ces deux normes-là, que pour être objectif, l'auditeur ne doit pas être impliqué dans la réalisation, bien sûr, de l'opération auditée. Voilà l'idée principale. Ici, vous avez C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une norme de conseil. Vous suivez avec moi? Donc, toujours 1130C, c'est-à-dire toujours je parle de l'objectivité. Les auditeurs peuvent être amenés à réaliser des missions de conseil liées à des opérations dont ils ont été auparavant responsables. Donc, qu'est-ce que vous comprenez là? L'objectivité
et il doit être respecté, surtout dans la mission d'assurance, qui est la mission principale d'audit. Dans la mission de conseil, parce que c'est une mission annexe, l'auditeur, il peut bien sûr auditer les opérations dont il a été responsable auparavant. Est-ce que c'est clair? Faites attention, s'il vous plaît, aux termes. Je répète, l'objectivité doit être respectée à 100%. D'ailleurs, quel est le risque? S'il vous plaît, supposons que dans le cadre d'une mission d'assurance, l'auditeur, il a audité une opération dont il est responsable et il n'a pas avisé le mandataire. Comme la mission Diallo, il a rédigé le rapport d'audit. Si c'est le cas, le rapport d'audit sera considéré nul, c'est-à-dire n'a aucune valeur. Il n'a pas respecté une norme. Est-ce que c'est clair? Par contre, s'il s'agit d'une mission de conseil, l'auditeur, bien sûr, il pourra le faire parce que dans ce cas, c'est le mandataire qui lui a demandé. Ça n'entre pas dans sa mission principale. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Oui ou non? Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. Très bien. Donc, Oui, je madame. passe à la deuxième série, c'est 1200. Il parle c'est-à-dire ce point-là, de compétences et conscience professionnelle. Les missions doivent être remplies avec compétences et conscience professionnelle. C'est-à-dire, compétences. Les auditeurs doivent posséder les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités individuelles. L'audit interne doit posséder ou acquérir collectivement les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. Alors, lorsque je parle de compétences, c'est-à-dire les compétences acquises, soit suite à la formation, mais aussi c'est suite à l'expérience. On a un point très important en audit, c'est d'ailleurs dans la réalité ce qu'on dit, que ce n'est pas une personne qui a fait des formations en audit peut devenir un auditeur tout simplement. Mais il y a un point très fondamental, c'est ce qu'on appelle le flair. C'est-à-dire, est-ce que vraiment vous avez cet esprit d'auditeur ou pas? D'accord? C'est la raison pour laquelle, lorsque je parle de compétences, c'est vrai que nous avons des auditeurs très compétents, même s'ils ne maîtrisent pas, s'il vous plaît, quelques contenus techniques, mais ils ont cet esprit ouvert, cet esprit critique et surtout cet esprit de raisonnement logique en quelque sorte. Donc, ça, c'est en général. C'est-à-dire, vous savez que tout métier, si on n'est pas compétent, on ne pourra pas le maîtriser. Ça va de soi. Donc, là aussi, dans les normes d'audit, on exige un certain niveau de compétence pour les auditeurs. Donc, comment? Vous avez le responsable d'audit doit obtenir l'avis et l'assistance de personnes qualifiées si les auditeurs ne possèdent pas les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires pour s'acquitter de tout au parti de leur mission. C'est-à-dire ici, je vous donne un exemple. S'il vous plaît, d'ailleurs, pour accomplir une mission d'audit, on peut, par exemple, maîtriser l'audit en lui-même. Or, l'audit en lui-même, c'est quoi? C'est un ensemble de démarches, c'est un ensemble de méthodes pour pouvoir auditer. D'ailleurs, on verra ça lorsqu'on va étudier la démarche d'audit. C'est une démarche normalisée. On respecte certaines étapes jusqu'à ce que j'arrive à la formulation de l'opinion motivée. Mais un auditeur, bien sûr, il n'est pas censé maîtriser tous les aspects. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que nous avons un problème au niveau du système d'information. Or, l'entreprise, elle peut déclencher une mission d'audit. Qu'est-ce qu'on va auditer? On va auditer le système d'information. Mais l'auditeur, il n'est pas censé être un ingénieur en informatique. Vous suivez avec moi? C'est-à-dire, je peux comprendre la démarche d'audit, je peux comprendre les anomalies, mais je ne maîtrise pas beaucoup l'informatique. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut demander assistance d'une personne qui maîtrise l'informatique. Cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider à comprendre certains phénomènes. Et bien sûr, l'auditeur, il pourra compléter sa mission. Est-ce que c'est clair? La même chose,
Supposons qu'on audite une entreprise dans un secteur d'activité pour la première fois. Par exemple, le secteur de la haute technologie. L'auditeur, il n'est pas un ingénieur, par exemple, de production, mais lui, il maîtrise la démarche d'audit. Donc, il peut demander assistance, bien sûr, d'un ingénieur de production pour comprendre juste le processus de production de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Madame, Hein? l'auditeur, il peut consulter cette personne font partie de l'entreprise ou bien à l'extérieur? En général, elle doit faire partie du champ d'audit, c'est-à-dire de l'entreprise elle-même, pour comprendre. Donc, Elle n'a, par exemple, voilà, d'ailleurs, vous savez que dans la pratique, on a eu un développement de ce métier d'audit au niveau des cabinets, où il y a des auditeurs spécialisés. Par exemple, il y a des auditeurs spécialisés dans l'industrie, des auditeurs spécialisés dans les entreprises financières, des auditeurs spécialisés dans les entreprises touristiques et ainsi de suite. Donc, normalement, pourquoi? Parce que la formation d'audit, c'est une formation en général, mais lorsque vous êtes sur le terrain, là, vous avez des particularités d'entreprise. C'est comme un exemple très simple. Supposons par exemple un audit comptable et financier. Et l'auditeur fait un audit au niveau d'une banque. Vous savez que la banque, il a un plan comptable bancaire. La comptabilité bancaire, c'est une comptabilité particulière. Or, l'auditeur, peut-être, il a une formation générale. Donc, lui, il connaît la démarche d'un audit comptable et financier. Mais peut-être il ne peut pas comprendre certains termes spécifiques à la banque. Dans ce cas, il peut demander assistance. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez compris? Mais dans la plupart des cas, ça doit être en interne. Pourquoi? Parce qu'on cherche à comprendre ce qui se passe dans l'organe audité, c'est-à-dire soit l'entreprise, soit le service, soit n'importe quoi. C'est bon? Oui, madame, merci. Ça va? Très bien. Donc, nous avons... Oui? Anna, je vous parle de mon expérience, c'est-à-dire personnelle. Comme un exemple très simple, c'est-à-dire parce que j'interviens au niveau des cabinets et parfois on constate la chose suivante, c'est-à-dire moi au niveau des stagiaires, des stagiaires qui émanent de l'expertise comptable ou parfois même des masters d'audit ou bien de CCA. Ce qu'on constate, un stagiaire, yallah, déjà la première fois, mais on constate qu'il a le flair d'un auditeur. Est-ce que vous avez compris? Mais le premier jour, d'ailleurs, ça, moi, je le constate, c'est le master, parce que j'interviens dans le master CCA. Il y a des étudiants, mais le premier jour, il y a le flair d'un auditeur. Est-ce que vous avez compris? C'est une sorte de vocation. C'est une vocation. C'est-à-dire, par exemple, il a cet esprit critique. Malheureusement, parfois, on trouve l'inverse. Parce qu'on assiste au niveau des campagnes de recrutement, et d'ailleurs, on avait l'expérience il y a récemment, moi et M. Abou Jawad, des jurys pour le recrutement des auditeurs. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a eu des lauréats des grandes écoles, master, audit, contrôle de gestion. D'accord? On cherchait des auditeurs pour le compte de grandes boîtes. Malheureusement, on n'a pas trouvé de profil, alors que le master d'audit contrôle de gestion. Est-ce que vous avez compris? Sur le plan technique, on cherche des auditeurs. On sait qu'est-ce que ça veut dire un auditeur. Alors que parfois, même au niveau des stagiaires, il y a des auditeurs libéinines, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller plus loin. Alors que d'autres non, c'est-à-dire même avec l'expérience, n'arrivent pas à avoir ce flair. Comme c'est une question de vocation, c'est vrai que la compétence est trop importante, c'est-à-dire il faut avoir la maîtrise de pas mal de domaines. Même que je n'ai d'un auditeur, moi je ne connais pas qu'est-ce que je vais auditer, d'accord? Mais le plus pour être un bon auditeur, c'est ce flair-là, d'accord? D'ailleurs, c'est dans tous les métiers, mes chéris, l'audit. Surtout pour le top management, oui? Oui, je sais pas. Pardon? Voilà, qui va se démotivant pour vous? Pour vous? Oui. Non, mais attendez, attendez, s'il vous plaît. Là.
Non, c'est ça, c'est pas ça ce que vous voulez dire. C'est question de vocation. Au contraire, la vocation, il y a la motivation de la personne. Est-ce que vous avez compris? Yani, مثلاً, il y en a d'entre vous, un exemple très simple. Il y en a d'entre vous, par exemple, qui sont motivés par le métier d'audit. عندكم de la motivation, vous voulez être des auditeurs. Vous suivez avec moi. Déjà, quand عندكم de l'esprit, je veux être un auditeur, c'est une vocation. Alors qu'il y en a d'entre vous, par exemple, qui vont dire, ah, moi, je n'ai rien à foutre de ça, moi, je n'ai rien à faire de tout ça, ça ne me motive pas. Est-ce que vous avez compris? Ou bien ça ne me dit rien, c'est juste un module que je dois valider pour voir qu'est-ce que je peux faire après. C'est la raison pour laquelle, comme un exemple, le master CCA, tous les éléments, par exemple, cette année, je les avais l'année dernière, l'audit, ou bien le contrôle gestion. Donc, je voyais en eux des futurs auditeurs ou là, des futurs contrôleurs de gestion. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas démotivant, au contraire. Le premier point, c'est la motivation, la vocation. La maîtrise vient avec l'expérience. Un cas très simple, parce que la technique d'audit, elle se renforce par l'apprentissage. Un cas très simple. Supposons que moi, je suis auditeur, par exemple. J'audite aujourd'hui, par exemple, les entreprises dans le secteur financier. Donc, une expérience sur le secteur financier. Quand je vais auditer, par exemple, une entreprise sur le secteur d'industrie, un autre bagage. Je cumule les expériences. La démarche d'audit dans le secteur industriel, je la connaissais déjà. Le domaine commercial, pareil. Je peux aller au domaine touristique, pareil. Donc, avec l'expérience, qu'est-ce qu'on va cumuler? On va cumuler un certain bagage suite à nos expériences sur le terrain. C'est une méthodologie de travail. Qu'est-ce qui va servir à ça? Il va servir à économiser le temps. Parce qu'on va voir après, lorsqu'on va auditer pour la première fois, qu'est-ce que je dois maîtriser? Je dois maîtriser bien sûr l'environnement de l'entreprise, le secteur d'activité. Si le secteur, j'avais travaillé là-dessus la première, la deuxième fois, à la première étape, ça y est, je ne vais plus la faire, je le maîtrise déjà. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Donc, c'est une question de vocation, bien sûr, c'est une question de compétence et bien sûr, l'expérience vient en troisième lieu. D'accord? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le volet expérience, il est pris en considération par les normes. Oui, parce que si c'est une exigence, pardon, je termine ma phrase, si l'expérience est une exigence, un auditeur ne pourra jamais commencer l'audit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais maintenant, dans les cabinets, on a les auditeurs juniors, nous avons les auditeurs seniors et ainsi de suite. Oui, je t'écoute, oui. Qu'est-ce que tu peux Madame, dire? je suis vraiment désolée, mais on a une autre séance avec le prof de PFE à 16h30. Ah, d'accord, très bien. Donc, s'il vous plaît, juste 2 minutes. S'il vous plaît, je vais vous envoyer les normes d'audit aujourd'hui. Dites-moi, s'il vous plaît, demain matin, est-ce que vous avez cours après moi? Oui, madame, on a compris. Oui, madame. On n'a pas cours après vous, madame. Très bien, c'est bon, c'est pas grave. On va maintenir notre horaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce que je vous demande, je vais vous envoyer les normes. Faites une lecture ce soir-là, comme ça on pourra avancer rapidement. D'accord? Parce que les normes, ça va nous demander beaucoup de temps, s'il vous plaît, et c'est très important pour la suite du cours. D'accord? Et là, sur ce, merci à vous. On s'arrête, s'il vous plaît, aujourd'hui. Merci, madame. Merci à vous. À demain, Inch'Allah. Et au revoir. À bientôt, madame. Merci, madame. Au revoir. Merci à vous.